Salut, c'est Nico. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast de Loïc Blanchard. Chaque semaine, il vous fait découvrir des invités extraordinaires, des parcours de femmes et d'hommes qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. Si, comme Loïc, vous êtes persuadé qu'une conversation peut déboucher sur de grands changements, alors vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, je prends les commandes parce qu'aujourd'hui, l'invité n'est autre que Loïc, votre présentateur préféré. Avec près de 200 épisodes et accrochez-vous 500 000 écoutes, il est la voix qui vous fait voyager et vous prouve chaque semaine que tout est possible. Depuis son enfance en Nouvelle-Calédonie, il a transpiré sur les tatamis avec l'équipe de France de judo. Il a trekké en Scandinavie, au Népal, il a navigué sur un drakkar, il est finisher de la PTL. Chaussez vos sandales, montez le braquet, serrez les baudriers, accrochez les pots de phoque. Et sans plus attendre, accueillons le meilleur podcasteur outdoor français. Salut Loïc. Hello Nico. Écoute, bienvenue sur Les Frappés. Euh, Merci. Écoute, avec plaisir. Aujourd'hui, on parle de toi, le frappé, à l'origine des frappés. Je te propose qu'on découpe l'épisode en deux parties. La première, j'aimerais vraiment qu'on creuse sur qui est Loïc, comment il s'est construit. Et puis la deuxième, parler plus de cette énorme aventure là qui prend un nouveau tournant en ce début 2024. Yes. Mais ma première question, la toute première, c'est ça te fait quoi d'être dans le fauteuil de l'invité dans ta propre maison? J'avoue que c'est particulier. Et d'ailleurs, toute petite parenthèse tout de suite, je suis désolé pour la voix. Je suis allé courir sous la pluie à Millau il y a 2 jours et c'était visiblement pas une très bonne idée. Mais écoute, non, moi j'ai hâte pour une fois. Tu vois, je lance un enregistrement pour mon podcast sans avoir préparé grand-chose, donc c'est cool. Et puis très content de faire ça avec toi. Donc, Cool, ouais, ça va être génial. trop bien, trop bien. Eh ben écoute, on y va. Je t'ai dit dans la première partie, j'aimerais qu'on parle de toi, de ton identité, de la façon dont tu t'es construit, etc. En mode qui est Loïc, depuis ton enfance à aujourd'hui, au travers d'événements charnières de ta vie. Et en fait, j'aimerais qu'on le découpe ça en trois bouts. 0-10 ans, 10-20 ans et de 20 ans aujourd'hui. Comme ça, on va avoir ces trois segments qui vont se mettre bout à bout et on va en savoir plus sur le frappé, défrappé. Oh là là, ouais, ça c'est un programme au cordeau, hein, Ah punaise. ben c'est ouais. Ouais, ok. Et ben écoute, je me lance. Allez, vas-y, 0-10 ans. 0-10 ans. 0-10 ans, donc moi je suis né dans le sud-est de la France, dans le Var pour être précis, pas très très loin de la mer. Et petit, on a bougé assez rapidement en fait en Nouvelle-Calédonie. Donc s'il y en a qui ne voient pas où c'est à peu près vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est un territoire français. Souvent on me demande quelle langue on parle là-bas. C'est français en fait. Donc c'est le coin par rapport à la France, si on prend un globe terrestre, c'est le coin à l'opposé complet de la France. On ne peut pas faire vraiment plus loin, en tout cas à vol d'oiseau. C'est à peu près, de mémoire, je crois que c'est 24 heures de vol pour y aller, si j'ai Ah bonne ouais, mémoire. Donc ok. c'est vraiment très loin. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de mon enfance, quasiment jusqu'à mes 10 ans là-bas. Et du coup, c'est parfait par rapport au découpage que tu as fait. Mais voilà, les souvenirs que j'en ai, en tout cas, ma petite analyse perso, c'est très certainement là, tu vois, que j'ai attrapé un peu le virus des activités de pleine nature, du voyage, parce qu'en fait, tu es loin de tout, tu vois, tu es loin de ta famille, tu es sur une île. Donc c'est à la fois un peu contraignant, parce que petit, de mémoire, on rentrait une fois par an à Noël. Ok, tu rentrais en Euh, France, c'est ça, ouais, pour voir la ouais, famille et tout, exactement, ok. ouais, pour voir la famille. Mais le reste du temps, on était là-bas. Donc voilà, déjà très petit, tu vois, tu t'habitues à être un peu loin de tes proches. Par contre, le cadre les souvenirs que j'en ai, complètement dingue, tu vois, et je l'apprécie maintenant parce que petit, c'était ma norme, mais en fait, tu vois, le week-end, on prenait un voilier, on allait mouiller, perdu dans des îlots, on
jetait à bouffer à des requins qu'on éclairait avec un spot. On les voyait, tu vois, on les voyait dévorer les restes de poissons qu'on balançait. Ok. Des raies mantas qui faisaient, je sais pas, enfin des raies qui faisaient, je sais pas, 2-3 mètres d'envergure, tu vois. Enfin, j'ai nagé dans les plus beaux lagons du monde. Enfin, c'est vraiment incroyablissime d'un point de vue pleine nature. C'est sans rire, c'est le paradis sur terre ce coin-là, tu vois. Tu peux regarder tu tapes Nouvelle-Calédonie sur Google, tu regardes n'importe quelle photo, c'est incroyable. Waouh. Donc ouais, je pense que ça m'a clairement, c'est là que j'ai pris goût, tu vois, au fait d'être dehors, euh, tu peux pas ne pas te sentir un peu connecté à la nature quand tu vis dans un coin comme ça, tu vois. C'est Ok. tellement idyllique, tellement omniprésent. Ouais, c'était absolument fabuleux. Et Donc ça, je pense que c'est un peu le premier aspect, tu vois, de ma personnalité qui s'est construit là. ok. Et le deuxième, c'est le sport, parce que c'est là que j'ai commencé le judo. D'accord, t'as commencé là-bas. Ouais, j'ai Ok. commencé là-bas. Parce que petit, j'étais pas un grand gabarit. Et donc, mes parents voulaient que j'apprenne à me défendre, en gros. Attends. Grand gabarit, c'est quoi petit? Parce Bah, qu'aujourd'hui, on est ouais, très loin du pas grand gabarit. ouais, aujourd'hui c'est différent, mais je saurais pas te dire à l'époque. Je sais qu'en début de collège, j'étais plutôt dans les petits, tu vois, les plus petits de Ah la ouais. classe. Ouais, Ah c'est ouais. assez étonnant, mais ouais, ouais. Et en fait, il s'est passé un truc au collège, je sais pas, j'ai dû tomber sur un paquet de biscuits Ah ouais, en qui mode était tortue chargé en quelque ninja. chose, j'en sais rien, mais ouais, ça a bien changé. Mais en tout cas, en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est là que j'ai commencé le judo. C'est mes parents, hein, c'était pas du tout un truc que moi je voulais faire. Ok. Enfin, c'est pas que je voulais pas le faire, mais c'était pas une initiative qui venait de moi. Et, et voilà. Et ça a été le début, en tout cas avec le judo, d'une longue aventure. D'accord. Ok. Et du coup, là-bas, juste pour me faire l'image, parce que moi, je me fais une image d'un petit gars, ou même ça pourrait être une petite nana qui grandit là-bas. Comment on grandit? On est, je sais pas, tu dis connexion à la nature et tout. On est majoritairement pieds nus, on est en tongs, on est en chemise short 365 jours par an. Ouais, bah t'as que 2 saisons. En gros, t'as l'été et puis la saison des cyclones, Ok. qui a un été où il pleut en fait. Donc c'est tout. Donc ouais, clairement, moi j'étais pas méga habitué à mettre des chaussures. Enfin, je mettais pas de chaussures fermées, tu vois. Donc j'étais pas Ok. pieds nus, mais bah il fait tellement chaud. Et puis en fait, faut te dire à peu près de où que tu sois sur l'île, tu vois la mer. Tu vois, donc tu es tout le temps à proximité Ah immédiate ouais. de l'eau, du sable. Donc ouais, t'es jamais en chaussures fermées en fait. Tu vois, moi tout le monde allait à l'école, soit en tongs, soit en sandales. Et ça pour le coup, je m'en rappelle quand on est rentré en France. Donc j'avais pas 10 ans. Ça me saoulait au début de mettre des chaussures fermées, tu vois. Enfin, c'était pas confortable. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc voilà, je pensais pas forcément à ça quand je disais connexion avec la nature, mais c'est plus que la nature est vraiment omniprésente. Tu vois, je te dis, tu vois la mer partout, tout le temps. C'est une végétation qui est vraiment luxuriante, un peu, tu vois, des végétations presque un peu jungle. Tu vois, ça pousse très vite, c'est très vert. Ouais. Tu as des forêts hyper humides au centre, le mont Kagou, etc. Donc, et puis en fait, quoi que tu Ouais. fasses, bah, tu vois, en fait, si tu veux faire une activité, te dépenser, bah, tu es soit en train de marcher dans la forêt, soit en train de faire du kayak, soit tu fais du VTT dans des endroits de ouf, Trop bien. du bateau, enfin, tu vois, voilà, t'es très vite, en fait, dans des coins qui sont un peu préservés, vraiment très beaux, en fait, grandiose, quoi, tu vois. Ok. Ok. Et du coup, c'est vers 10 ans que tu quittes la Nouvelle-Calédonie pour rentrer en métropole. Ouais, exactement. Donc là, on revient vers là où je suis né, en fait, donc dans le Var. C'était ouais, de mémoire, c'était juste après la Coupe du Monde 98. Donc Ok. tu vois, ouais, je devais avoir 9 ans, je pense. Je sais plus quand était la Coupe du Monde, mais enfin à quel mois, je veux dire, mais C'était en juillet. juillet, ok. Ouais. Bah donc ouais, je pense, que je devais avoir 9 ans. Et puis ouais, donc là on s'installe. Donc le prochain bloc, c'est quoi? C'est 10 Bah combien? 10-20 du coup, on a fait la 10-20, ok, transition là. ok. Tu arrives en France. Voilà, on arrive en France, Allez. s'installe dans une région où finalement dont on est originaire dans la famille, je veux dire. Euh, donc dans le Var, vraiment pas très loin, entre Toulon et Marseille en gros, Ok. pour faire simple. Et puis
donc là, je reprends le judo. Et pour moi, sur cette tranche, tu vois, 10-20 ans, c'est peut-être le. Il y a deux aspects vraiment, vraiment, qui pour moi m'ont forgé, c'est le judo et les études slash la vie à l'étranger. Mais le judo, voilà, je reprends et en fait, j'ai une chance incroyable, c'est que le club dans lequel je reprends, qui est un petit club d'un village, enfin du village où on habitait, il se trouve que l'entraîneur est un ancien champion de France et que ce gars, il a un truc, tu vois, il a cette capacité à identifier des potentiels et à les développer au maximum. Ok. Et en fait, bah, ça marche avec moi. Il voit que physiquement, mentalement, tu vois, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire un truc. Et en fait, il va y aller à fond. Et moi, ça me Ok. plaît parce que je suis guidé, puis que, tu vois, j'étais pas forcément un enfant avec une grande confiance. Enfin, j'avais pas méga confiance en moi. Et en fait, à travers le sport, sur cette tranche d'âge 10-20 ans, en fait, je me réalise à fond, tu vois. Ça me fait une espèce de pilier de confiance qui est ancré en moi, qui a transformé ma vie, clairement, à cet âge-là, tu vois. T'es Ok. ado, tu te Ouais, bah ouais. construis, tu sais pas trop, tu te laisses influencer parfois, tu vois, t'explores, tu essaies de te conformer à des normes, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, vestimentaires, d'hygiène de vie, ou tu vois tout le monde autour de toi qui se met un peu à fumer, qui boit de l'alcool, qui fait de la merde, qui mange mal. Et en fait, j'en sais rien, tu vois, parce que ça s'est pas passé, mais je me dis que si j'avais pas eu le judo, enfin, je me demande ce que j'aurais fait si j'avais pas eu le judo, tu vois. Le judo, c'est le truc, ça m'a ancré, tu vois. J'étais dans Ok. ma routine, j'ai jamais touché une clope de ma vie. Je faisais vachement attention à ce que je mangeais parce que dans le judo, il y a des catégories de poids. Et j'étais très fier de ça, tu vois. Quand on me demandait ce que je faisais ou quoi, bah, en gros, quand on me demandait de me présenter, tu vois, quand je disais bah, je suis Loïc, j'étais là, machin, j'étais un peu, d'un point de vue langage corporel, tu vois, j'avais les yeux, je regardais par terre, j'étais un peu la voix basse, machin. Et puis dès que j'attaquais le judo, dès que je disais bah, je suis en équipe de France de judo, je suis en groupe France de judo, machin, là, en termes de posture, tu vois, c'était tête Ça droite, devait être les yeux dans direct. les yeux. Ça Et en gonflé. fait, Ouais. plein de fois, on m'a fait la réflexion, tu vois. Moi, je le captais pas. Et plein de fois, on m'a dit, mais même en école, en entretien pour rentrer dans des écoles de commerce, on me le disait, tu vois. Ok. Dans les feedbacks des entretiens, on me disait ah ouais, dès que vous avez parlé du judo, en fait, on voit tout de suite que Il y a la lumière qui se met à ouais, jaillir du exactement, ouais, corps et tout. exactement. Et juste une question, tu vois, tu disais que physiquement, c'est venu assez tard. Quand tu rencontres cet entraîneur, il te voit comme beaucoup dans le sport par rapport à un physique, ou il te voit plus par rapport à une mentalité, une façon d'aborder, parce que je sais qu'il y a le code d'honneur au judo, il y a vraiment Ouais, plein de choses. Et dans la construction d'un enfant, je trouve que le judo, c'est un des sports un des meilleurs moules, en tout cas en termes d'éthique qu'on puisse avoir. Lui, à ton avis, qu'est-ce qu'a fait qu'il s'est dit, tiens, le petit Loïc ou le grand Loïc, je ne sais pas encore où on en était, ça va être un super athlète. euh, donc j'étais en primaire hein, quand j'ai repris quand on est rentré en France. D'ailleurs, un truc qui m'a servi, c'est que comme les hémisphères sont inversés, en Nouvelle-Calédonie, les vacances scolaires, c'est décembre-janvier. Donc moi, quand je suis rentré en France, en fait, j'ai recommencé une année. Je crois que j'étais en CE1, je sais plus. J'ai recommencé une année scolaire que j'avais déjà attaqué en fait en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est ce qui m'a permis de sauter une classe. Tu vois, parce que Ok, bah, je refaisais un programme que je venais de faire. Et donc, voilà, j'ai sauté une classe. Donc ça m'a servi aussi plus tard parce que j'ai gardé cette année d'avance. Mais bref, j'étais en primaire quand on est rentré. Et clairement, c'était pas le physique qu'il a identifié ok, parce que c'est sur la fin du collège que physiquement il y a eu un gros changement. ouais, que t'as explosé, Donc c'est la mentalité, tu vois, je pense. trop cool. Volontaire, tu vois. Enfin, ouais, volontaire. Moi, ça me plaisait, tu vois, quand on faisait des entraînements difficiles, j'aimais bien ça. Le fait j'avais un peu l'impression, tu vois, en me confrontant à un truc dur, c'est comme si j'engrangeais justement encore des points de confiance en moi, tu vois. Ah Je me ouais, disais, une putain, capacité de résilience ouais, déjà c'est ça. depuis Tu tout vois, petit, j'ai fait un quoi. truc dur, donc je vaux quelque chose, entre guillemets, tu vois. Donc je suis Ouais, capable de, donc voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et je pense que c'est ça qu'il a vu. On n'en a jamais parlé, mais je pense que c'est ça qu'il a vu. cool, trop cool. Et du coup, tu dis, ouais, sur 10-20 ans, donc tu as le judo. Et bon, je commence à te connaître un petit peu. Et je sais que la charnière, en fait, entre. Et tu l'as déjà amené là, mais à un moment, tu as, un choix à faire.
est-ce que toi, tu estimes avoir eu un choix à faire entre le judo justement et tes études ou cette articulation-là s'est faite Ouais. entre finalement l'adolescence, le début de l'âge adulte, et puis après la troisième phase de 20 ans à maintenant. Comment ça s'est passé tout ça et comment tu l'as vécu, comment t'as ressenti le truc? Ouais. Donc ouais, le judo, globalement jusqu'à mes 20 ans, donc ça occupait une grosse partie, de ma vie, en parallèle des études. Donc je pense que ça a commencé à devenir, donc moi je faisais du judo vraiment, pour la compétition. Donc je sais plus quel âge j'avais, mais tu vois, ça a commencé, bah, champion, départemental, après champion, régional, interrégional, premier championnat de France, 1er podium, deuxième podium. Donc je suis double vice-champion de France, mais bon, quand j'étais petit, tu vois, en cadet, Ok. mais quand même. Mais du coup, C au moins 5-6 entraînements par semaine? alors non, c'était mardi, mercredi, jeudi, samedi et compétition le dimanche. Ouais, donc Mardi, 5. mercredi, Ok, ouais, jeudi, ok. 4 entraînements et samedi, compète. ouais, 4 entraînements et Ouais. compète et régime, tu vois? Même assez jeune. Mes Ouais, champions départementaux, je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir, peut-être 12 ans, j'en sais rien. Régime, tu vois, déjà. ok. Donc ça, c'est un truc par contre où je pense que c'est un héritage qui est pas méga positif parce que ça laisse des traces de faire des régimes, aussi jeunes, aussi longtemps. Ouais, mais autant que le haut niveau en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est les traces du haut niveau, c'est les Ouais, blessures, c'est les trucs qui bah, ouais, c'est restent ça. quand Tu on vois, arrête après. à 13 ans, j'avais déjà les 2 ménisques des genoux fissurés. Donc c'est des fissures horizontales, donc ça veut dire que Ah quand ouais, je ok. marche, en fait, mon poids ne N'est pas amorti par tes ménisques. non, en fait, c'est plus que quand j'ai des chocs ou autre, si la fissure était verticale, bah, en fait, c'est pas terrible parce que le moindre effort, la moindre charge sur ton ménisque, bah, du coup, potentiellement, ça écarte encore plus, tu vois, la Ouais, fissure, ça l'agrandit. Quand c'est horizontal, c'est moins gênant parce que, bah, même si tu mets de la charge dessus, la fissure, elle est horizontale, donc ça va, tu vois? ok. Mais voilà, assez jeune, tu vois, fissure des ménisques, je me suis pété tous les doigts, enfin toutes les phalanges de bout de doigts sauf les pouces, cassé le pied 2 fois. Heureusement, Ouais. j'ai pas eu d'opération, mais ouais, ouais, ça laisse des traces. Et donc voilà, donc le judo, ça prend de plus en plus de place. Je monte à haut niveau, je me retrouve en groupe France, donc sélection française pour les jeunes, déplacement à l'étranger, au lycée, en seconde, je rate quasiment 3 mois de cours parce que j'avais fait le choix de ne pas aller en sport-études. Donc les sport-études, c'est Ouais. des structures qui sont avec des horaires aménagés au lycée pour les sportifs de haut niveau. Et donc, généralement, c'est cours le matin et puis entraînement l'après-midi. Et le Ou groupe l'inverse, France, tu vois. c'était Orléans, non? C'est pas un Non, truc comme ça, c'était non? Marseille. C'était Marseille, ok. Marseille. Et en fait, je voulais faire des études derrière. C'est très clair pour moi que je voulais pas faire du judo. Enfin, je voulais pas en faire mon métier, tu vois. Donc, Ok. je voulais continuer mes études. T'avais cette maturité-là, Ouais, ado, de te dire, je veux maturité, pas être, Ok. influence des parents, tu vois, enfin de mon père. Ouais, je pense qu'il y a quand même une grosse part d'influence, des parents, Ouais, parce mais qu'il y a quand tu fais du sport de haut niveau jeune, souvent tu te dis, bah moi je veux être pro, quoi. Il y a pas ouais, d'alternative possible, il n'y a pas d'échappatoire, je suis dedans et je me ouais, ouais, défonce pour. ouais. Ok. Bah, je pense que ça dépend aussi de tu vois, encore une fois, le judo, c'était pas mon initiative. C'était pas un truc qui me faisait rêver, donc le haut niveau fait que enfin, d'avoir des résultats fait que j'ai continué à accrocher. Puis j'aimais bien la philosophie, tu vois, le code moral, ça me parlait, Ouais, ça c'est dingue. le fait que ce soit enfin, tu vois, que ça vienne du Japon, le Japon, ça me fascinait, donc tout ça fait que j'ai continué, mais si tu veux, il y avait pas une flamme, une passion débordante pour le judo. J'y ai Ouais, trouvé des trucs intéressants qui ont fait que Ok. j'ai continué, mais voilà, un peu comme pour les études, tu vois, c'est un truc qui a été initié par mes parents et puis en fait, enfin, je me suis engagé là-dedans et il y a eu des résultats donc j'ai continué, tu vois. Ok. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi c'était pas un objectif pour moi de vie à long terme, le judo. Et puis c'est quand même, et je pense que si t'as pas la flamme, c'est un peu plus compliqué du coup de rester motivé, de gérer les blessures, les régimes, Ouais, puis tu de vois, grandir. grosse charge Enfin, d'entraînement, ouais, de grandir. grandir parce que quand tu as cet âge-là, il y a plein de choses qui se passent aussi dans le corps, il y a plein de choses qui se Ouais, passent dans ton interaction aux autres et c'est hyper complexe de gérer justement
cette carrière où tu fais attention à ce que tu manges, où tu t'entraînes, tous tes potes ils vont en soirée et tout, ils fument, ils boivent. Toi tu dis Ouais, non, non, je bois pas, je fume pas, du coup tu les regardes, tu rigoles parce qu'ils sont défoncés, mais ouais, c'est clair que c'est ouais. plus complexe ouais, pour se construire. Mm. Mais ouais, et puis je te dis d'autant plus que j'étais pas en structure de haut niveau, j'étais pas en sport-études, donc j'avais rien, j'avais pas d'horaire aménagé. Moi, quand je ratais 3 mois de cours, bah, en fait, il fallait que je les rattrape, tu vois. Donc c'était très compliqué en seconde. Enfin, forcément, les résultats suivaient pas trop. Parce que bah, mon père m'amenait à Marseille, donc mon lycée était vers Toulon, et mon père m'amenait à Marseille, donc aller-retour, je sais pas, ça doit être peut-être 1 heure et demie, Ouais, plusieurs fois par semaine. Donc bah, en fait, j'étais défoncé, tu vois, fallait que je fasse les exos à la maison, machin, dans la voiture avec une espèce de petite lampe branchée sur l'allume-cigare. Enfin, c'était un peu la misère quand même, tu vois. J'arrivais en cours, j'étais décalqué, j'avais des pansements à la tête, aux doigts. résilience. J'étais au régime, donc à la cantine, je pouvais pas bouffer. Enfin, c'était une cantine classique, tu vois, donc les pâtes qui Ouais, baignent dans obligé de l'huile, faire les gaffe trucs comme quoi. ça, t'es obligé de faire gaffe, tu vois. Donc franchement, c'était bien hardcore. Et puis surtout, j'étais pas soutenu par les profs du tout, tu vois. Les profs m'engueulaient chaque fois que j'arrivais avec les convocations de la fédération de Ouais. judo, tu vois. C'était ah putain, vous allez encore rater le DS, machin. Franchement, c'est relou. Et alors que j'arrivais pour leur dire que j'étais sélectionné pour l'équipe de France pour aller au Japon, tu vois. Ah ouais. Tu devrais te Et dire, bah trop cool, tu vois. Bah non, ah en ouais, fait. génial, t'as un talent, vas-y. Et Ah pour ouais. autant, si c'était à refaire, Ah bah si c'était à refaire, franchement, je le referais mais ok, 100 fois, tu trop vois. cool. Ouais, trop Aucun cool. problème, 100 fois. Pour tout ce que je te disais, tu vois, le boost de confiance en soi, Ouais, tout ce que ça t'a apporté aussi. ouais, enfin, tu te sens vraiment, comment dire? Hem, En fait, je pense que le fait que ce soit un sport où il y a de la confrontation, donc le judo, c'est pas un sport de combat, hein, c'est un sport de défense. Ouais. Donc, on considère pas que c'est un sport où tu attaques, c'est un sport où tu défends. La philosophie du judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire pour le faire chuter, en fait. C'est ça l'idée du judo, Ouais, tu on vois? l'a bien vu là sur le Grand Slam, il y a eu des sacrés mouvements de contrepoids là. Voilà, Mm. donc l'idée c'est ça, mais tu as quand même cette notion de confrontation, tu vois? Quand tu rentres sur le tatami, que le combat débute, bah, tu as quelqu'un face à toi, tu vois? Tu pas tout seul face à, je sais pas, une cible, avec ton arc ou sur ton bateau, où tu as une confrontation physique directe. Et du coup, ça, c'est le fait que j'ai eu des résultats assez jeunes, en fait, c'est ouf parce que quelque part, c'est que tu gagnes, donc tu as battu la personne qui est en face de toi. Et c'est là où je pense que la confiance en soi, elle est ouf, tu vois. Enfin, le gain en confiance en soi. Ouais, Parce que tu dis, putain, bah voilà, j'ai gagné, quoi. Enfin, je suis meilleur que la dernière fois, j'ai progressé physiquement, je vois que je me construis, je suis en forme, je peux faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire, je peux courir vite, je peux courir longtemps, je peux soulever lourd. Et puis j'ai le mental qui me fait rien lâcher, tu vois. ouais, ouais, t'as Euh, une sorte d'animalité qui se crée, même si t'es ouais, dans un dojo sur un tatami avec un code, un machin et tout ce qui va avec, t'as quand même c'est cette ça, espèce d'esprit animal c'est ça. résilient, discipliné et tout. Ouais, donc Trop carrément que je cool. leur ferai, tu vois. Et puis même tous les déplacements à l'étranger, c'était des expériences de fou. Moi, je suis de la génération, je suis né en 90. Donc, tu vois, je suis parti en Allemagne plusieurs fois. Bah, il y en a, maintenant, tout le monde va le connaître, mais avec Teddy Riner, tu vois, qui à l'époque Ouais. était en dehors du milieu, était pas connu. Mais avec d'autres gens qui ont continué, qui sont allés au JO, tu vois, des Loïc Pietri, des Pierre Ah ouais. Duprat, tu vois, des Auton Pavia, des gens qui, voilà, Ah yes, ouais. qui ont continué. Donc, c'était vraiment très, très cool pour ça comme expérience. Et arrivé la fin du lycée, euh, bah du coup, je suis rentré en classe préparatoire parce que la seconde s'est très mal passée, mais après première terminale, en fait, j'ai trouvé mes routines, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire pour que ça marche et donc j'avais d'excellents résultats, tu vois. Alors Ah, que t'as j'étais trouvé un sportif de haut équilibre. T'as niveau, trouvé ton équilibre. ouais. Et dans une. Et ça, Pardon. c'était génial, tu vois, parce que Ok. j'étais sportif de haut niveau, je m'entraînais énormément, j'avais beaucoup de déplacements, mais j'étais dans les premiers de la classe, tu vois. Il y a Et, des matières, j'étais le premier, j'étais, je sais pas, troisième, quatrième, cinquième max, tu vois. et quelle Donc, spécificité du coup t'avais. Enfin, c'est ce que j'avais demandé. C'est t'étais dans quel. Parce que je sais qu'au lycée, bon, ça change tout le temps. alors Moi, j'étais j'y en étais avant éco, toi, mais. ES. Ok, ES. Je ES, sais pas ouais. si ça Ça s'appelle existait encore ES, déjà. mais Bah, ouais, non, je ouais, pense pas. Je pense que ça a changé 4 fois déjà depuis. ouais. Mais On en gros, commence à j'avais vieillir, mais. voilà, sciences de l'éco. De l'éco, des Ok. maths, parce que je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent déjà choisir. Donc j'avais Ouais, il maths, y a plein éco, de trucs. histoire, géo, français, enfin tous les classiques, philo, machin. Du coup, Mais prépa HEC. et après derrière, voilà, prépa HEC. Comme j'avais des bons résultats, j'ai pu être pris en prépa. Et là, c'est là où c'est devenu un peu compliqué.
Donc Ah là, comme j'avais un ouais, peu d'avance, tu m'étonnes. j'ai passé le bac à 17 ans. Et donc je suis entré en prépa, j'avais pas 18. Et là, c'est devenu compliqué. La dernière année, donc en terminale, j'étais en régime permanent pour le judo. Ok. Et donc quand j'ai arrêté, j'ai pris, je crois que j'ai pris 6 kilos en 2 semaines, un truc comme ça. Waouh. Ouais, et je les ai plus Ah jamais ouais. perdus de ma vie. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de poids. Parce qu'en fait, Et t'as moins fait attention, mais t'as mangé comme si tu continuais de t'entraîner, en fait. ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. ok. Et Ouais, puis, comme tu beaucoup de vois, du sportifs coup, finalement. je grignotais, enfin voilà, en fait, je pense que psychologiquement, j'étais pas assez solide et donc je m'étais créé un truc je me suis privé de bouffe, donc maintenant il faut que je bouffe, quoi. Tu vois? Ouais, puis t'as ce côté aussi où tu relâches parce que tu sais que tu vas faire moins. Et je me souviens là, c'était Eddie Rayner qui disait il y a pas si, enfin, je sais pas, je crois que c'était il y a pas si longtemps. Il disait à la maison, je demande à ma femme de cacher les bonbons, de cacher les trucs parce qu'en fait, t'es tellement toujours en diète que tu Ouais. peux avoir une crise et taper toute la bouffe qui peut Ah se cacher ouais. partout, quoi. Ouais, Donc et je comprends encore, qu'au moment où ça relâche, tu dis bon bah vas-y, c'est bon, tant pis. Et puis finalement, tu manges sans t'en rendre compte, quoi. ouais, Et t'es et pas encore encore, à satiété, je suis sûr. ouais, non, mais c'est ça. Et puis je te dis encore les catégories, les lourds. Donc moi, j'étais en moins de 90 kilos. Et donc, tu vois, les moins de 90 à l'âge que j'avais, c'est vraiment des catégories, c'est des lourds, tu vois. Ouais, oui, Et c'est costaud. Ouais. donc, tu t'as pas des régimes Bah, c'est peut-être moins strict énormes, tu que les vois. plus légers, ouais, parce Voilà, c'est que ça. du coup, après, Et au-dessus, il y a peut-être. Enfin, bah, en fait, c'était moins de 90, moins de 100, plus de 100, tu vois. Mais ouais, ok. après, voilà, Oui, plus de t'as 100, t'as tu t'en pas fous beaucoup quelque part. Ouais. ouais, c'est ça. Tu Tu vois, peux faire un moins attention. Teddy, en fait, son régime en soi, lui, il est dans une catégorie, c'est nos limites. Donc, Ouais. il fait Après, le c'est la régime limite parce qui se fixe que lui pour voilà, sa exactement. musculature et sa masse grasse. Mais ouais. Mais moi, j'avais des potes, tu vois, moins de 73 kilos, les mecs, ils faisaient 7 kilos de régime, tu vois, 8 kilos Oh, de régime. ouais, comme les Donc, mecs c'est du MMA et tout. monstrueux, tu vois, c'est C'est ouais. vraiment, c'est énorme dans ces catégories. Donc, moi c'était dur, mais enfin, moi, j'ai trouvé ça dur, mais clairement, c'est pas les catégories où c'est le plus difficile. Et du coup, tu avais ta tenue de sudation là avant les pesées pour. Je me souviens, j'avais un copain qui Non, était en sport-études judo, il ouais, faisait ça avant les pesées. bah, en fait, c'est ça, t'as des techniques, qui sont plus ou moins efficaces, mais plus ou moins, surtout plutôt plus efficaces à court terme, moins c'est efficace dans la durée. Enfin, dans le sens où oui, ton sac Comme de n'importe quel sudation, régime en fait. Ouais. voilà, moi j'ai déjà perdu 4 kilos en 3 jours, tu vois. Mais en fait, tu perds de l'eau, donc tu arrives, tu es desséché, tu manges une barre énergétique, tu vois des étoiles. Ouais. C'est des régimes débiles, tu vois. Ouais, c'est juste pour aller à la pesée et Ouais, après. c'est ça, c'est le Ouais. régime Ok. débile. Donc en fait, il faut arriver à. L'enjeu, c'est d'arriver à te stabiliser dans la durée pour pas que ton corps il soit en mode carence absolue, défracté, à pas comprendre ce qui lui arrive, tu vois. Ouais, il y a quand même un truc hyper Donc hard, quoi. Ouais. ouais, Ça mais fait penser au pied des danseuses, tu vois. Je me dis, en fait, je suis en train de faire une analogie avec les danseuses où je cherche le truc, mais c'est pareil avec leurs pieds, où elles se bandent les pieds, elles sont en pointe et tout, tout le temps. Finalement, le régime, là, de la bouffe, ça revient un peu. bah, en fait, je pense que c'est comme tout sport que tu pratiques au-delà d'une certaine intensité, d'un certain niveau, Ouais, ouais, selon la bah, ça performance laisse que des tu traces, tu recherches, vois? forcément, tu vas. Ouais. Ouais, ça laisse des traces et puis c'est contraignant, mais quel que soit le sport. Donc Ok. ouais. Donc mais bref, une longue réponse pour te dire que oui, donc à la fin du lycée, je rentre en prépa, donc là, j'ai pas encore 20 ans. Ouais, j'en ai 17 et Yes. au début, j'essaye de poursuivre le haut niveau et la prépa, impossible. Franchement, je m'endormais en cours, enfin voilà, s'il y en a Ouais, bah, qui ont fait prépa, ouais, c'est qui chaud. voient ce que c'est une prépa, en fait, j'ai essayé de faire 2 choses qui sont extrêmement exigeantes en parallèle et c'était pas possible, pour moi en tout cas. Et du Je coup, sais tu même pas choisis. s'il y a des gens qui ont réussi à faire, une classe prépa plus du sport de haut niveau. C'est Heu toi qui prend la décision, du coup? Ouais, 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 Ok. ouais, mais très rapidement, hein, au bout de peut-être 1 mois et demi, 2 mois, je suis défracté et en fait, je suis pas performant ni en cours, ni en sport, tu vois? Je suis Ok. trop Ouais. fatigué, quoi. Je suis, aux entraînements, je suis en train de penser au DM de maths que je dois rendre où j'ai rien compris en cours, tu vois, il va falloir que j'y passe des heures et je suis sur mon DM de maths, je m'endors, j'arrive à peine à tenir mon stylo parce que j'ai un doigt pété, enfin, ça va pas, tu vois? Ça va pas. Donc là, ouais, là, je décide d'arrêter le judo Et comment tu et te de sens me à ce consacrer moment-là? aux études. Bah, un peu la délivrance quand même, tu vois? Ah ok, ouais, ok. Ah, je Ouais. m'attendais pas du tout à cette réponse, Bah, ouais, mais trop bien en fait, ouais. parce que je te dis, je pense que si ça avait été une passion dévorante, genre la flamme absolue,
je pense que ça aurait été différent, tu vois. J'aurais subi ce choix. Et Ouais, en fait, là, il n'y avait pas la flamme. J'ai trouvé énormément de choses positives dans le judo. C'était génial. Si c'était à refaire, je le referais, tu vois, 100 fois. Mais il n'y avait pas cette passion dévorante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je m'y ai éclaté, c'était cool, mais c'était pas une passion dévorante. Et puis surtout, c'était une évidence absolue que je pouvais pas continuer les deux. Tu vois, c'était ok. une évidence absolue. Et je voyais les parcours de mes potes qui eux continuaient. Alors, je vais pas donner de nom, tu vois, mais des gars qui ont continué, qui galéraient, qui n'arrivaient pas à passer leur bac parce que trop de sport, tu vois, et en fait, ça me faisait un peu peur. Je voyais autour de moi des générations au-dessus, des gars qui arrêtaient et qui avaient rien en fait, tu vois, Ouais, ouais, et ouais, bah oui, c'est qui avaient même pas. pas le bac ou Hmm. parfois, tu vois, à peine le brevet et en fait, qui galéraient. Donc, ils avaient fait du sport, mais en fait, assez rapidement, bah, t'en sors parce que blessure, parce qu'il enfin, il y a tellement de paramètres, tu vois. Et en fait, bah, ils avaient rien derrière, tu vois, et c'était un peu la galère. Et donc ça me faisait un peu peur. Donc c'était assez clair pour moi que je voulais faire des études, parce que je voyais que j'avais la capacité, j'avais le potentiel. Et donc je pense que c'est pour ça que le choix a été assez évident en fait. Et qu'une fois que je l'ai eu pris, je me suis dit, bah vas-y, soulagement, une charge mentale en moins, j'ai plus le sport de haut niveau Ouais, ça t'a ouvert une fenêtre énorme en hyper fait. Enfin, exigeant, ouais, et je me concentre sur la prépa. ok. Et du coup là, alors là, ouais, on peut dire qu'on est entre les 20 et les 30, mais quand tu dis je me concentre sur la prépa, ce que tu libères par le judo, qui était une partie énorme au niveau de temps, euh, tu, tu mets tout dans la prépa ou t'as Ouais, quand même, non, ouais, tout dans la prépa. Bah, ouais, donc tu mets vraiment enfin, ouais, tu la cartonnes ta prépa du coup, enfin, tu mets toutes bah tes chances ouais, pour y aller à fond et. ouais, j'y vais à bloc. J'y vais à bloc et en fait, c'est intéressant parce que enfin, quasiment tout le monde, toute ma promo, c'était vraiment hard, la gestion du temps, tu vois? En fait, la Ouais. place que la prépa occupait. Pas Hmm. forcément le niveau et cetera, mais la place que ça prenait dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, on t'a fait vraiment beaucoup. Pour tout le monde, c'était vraiment hard, le fait qu'il y ait plus de place pour autre chose. Et en fait, pour moi, c'était Normal. bah ouais, parce que avant la prépa, il y avait le judo. Tu vois, Ouais. je faisais jamais de soirée, j'allais pas au cinéma. En fait, je m'entraînais quoi. Tu vois, je m'entraînais, je Hmm. faisais des compètes. Et juste, j'ai enlevé ça et je l'ai remplacé par je fais des maths et de l'économie quoi. Donc, Ouais. Mais donc avec la même force finalement, de travail. Donc ouais, ouais. ça commence à Donc marcher, ouais. finalement, pour moi, ça a vraiment pas été une difficulté de la charge de travail. Et c'est là où j'ai vu la valeur. En fait, ça a été un peu la première grosse leçon, c'est que j'ai vu la valeur de faire quelque chose de difficile, ça te crée un peu un référentiel pour la suite de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est Je marrant parce savais qu'en que le fait, judo c'était ça, dur et tu l'avais tout. pas ressenti avec le judo, mais tu l'as Bah, ressenti si, je avec l'avais les études. ressenti, mais le judo était toujours là, tu vois? Et là, quand le Ok. judo a disparu, je me suis dit: «Ah ouais, OK». En fait, je voyais ce que ça m'apportait quand je faisais du judo, mais là, maintenant que j'en fais plus, je capte, toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une école de dingue en fait. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais en gros, ouais, donc Oui, sans le prépa à judo, fond. t'aurais pas fait la même prépa. Ça, c'est clair, je pense. Bah, j'en sais rien, je sais pas, tu vois? Mais en tout cas, sans le judo, ouais, je sais pas. Mais quand je vois Ouais. tout ce que ça m'a apporté, j'ai du mal à imaginer ce qui aurait pu constituer ce pilier en béton armé de confiance en soi et de rigueur et de détermination que j'ai eu dans ma vie très jeune, tu vois? Je sais pas ce qu'il aurait pu y avoir d'autre. Ouais, et puis le code aussi du judo qui reste quand même ancré Ouais, malgré tout. Ouais. ouais. Et du coup, post-prépa. Post-prépa, donc je passe mes concours, je rentre dans une école, de commerce qui s'appelle aujourd'hui, Kedge, donc qui était à l'époque qui est à Marseille, qui est pas une fabuleuse école, mais bon, qui est dans le top 10, tu vois? Donc globalement, des écoles, supérieures de commerce en France et voilà, j'ai un parcours assez classique en école. Ce que j'aimais bien dans cette école, pourquoi je la voulais, c'est qu'en fait, c'était un parcours à la carte, donc il y avait un espèce de tronc commun en première année de Ouais. quelques cours que tout le monde faisait. Et après, tu avais le choix. Tu faisais ce que tu voulais parmi une liste de cours vraiment variés, tu vois. Donc, j'ai fait du japonais, j'ai fait des cours de négo, de finance internationale. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et il y avait un gros accent sur les expériences à l'étranger. Et moi, c'est ce Ouais. qui me bottait, tu vois. Entre la vie en Nouvelle-Calédonie, le judo, je faisais beaucoup de déplacements.
j'avais envie de repartir explorer d'autres pays, d'aller vivre des expériences plus longues que juste des vacances à l'étranger. Ok. Et donc j'ai fait ça, donc je suis parti, j'ai fait une année de césure, donc j'ai fait une pause entre ma... attends, que je dis pas de bêtises, c'est combien la prépa? C'est 3 ans. J'ai fait une pause entre ma deuxième et ma... l'école. J'ai fait une pause entre ma deuxième et ma troisième année. Ok. Et je suis parti... Attends, que je te dise pas de bêtises, parce que je m'embrouille là. En fait, j'ai fait un stage qui était pas en année de césure, ouais, c'est ça. J'ai fait un stage au Canada Yes. qui a duré 1 an. Ah ouais. Ouais, c'est ça, qui a Ouais, duré un stage. stage de Ok. 1 an, ouais. Et oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. J'étais en année de césure, exactement. Donc, une pause entre ma deuxième et ma troisième année. Ok. Je suis parti au Canada pour 1 an. J'étais en stage pour une entreprise française qui est basée à Vannes, qui fait des solutions d'entretien, en gros des solutions, des produits chimiques pour l'aéronautique et le ferroviaire, donc pour dégraisser les moteurs d'avion, par exemple, pour décaper Ok. les carlingues d'avion, etc. Et en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont une croissance par acquisition, donc ils achètent des entreprises qui font la même chose qu'eux partout dans le monde. C'est un tout petit marché, c'est que des toutes petites boîtes, mais qui en Ok. fait ont comme clients Boeing, Airbus, tu vois, donc c'est assez particulier comme marché. Et là, l'entreprise venait d'acheter un concurrent au Québec, à Montréal, et donc ils avaient besoin en gros, d'un mec couteau suisse sur place pour tout gérer, tu vois, pour gérer le service client, pour gérer, tu vois, l'installation de tous les logiciels, pour faire en Ouais, sorte que la boîte qui la venait fusion, d'acheter ouais. soit Ok. intégrée voilà, dans le groupe français. Donc moi, j'ai fait ça. Et ça s'est bien passé. Et du coup, dans la foulée, donc pendant les 1 an, là, ils m'ont proposé de faire la même chose, mais au Texas. Parce qu'ils étaient en train de racheter une boîte au Texas aussi. Ok. Et donc, c'était ouf parce que j'avais 21 ans et j'avais une voiture de fonction au Canada, une voiture de fonction au Au Texas, Texas. une carte corporate au Canada, une carte corporate au Texas, et je faisais des allers-retours, tu vois, je faisais 2 semaines au Texas, une semaine au Canada, je repartais, et billet d'avion payé, retour en France payé à Noël, enfin, ouf, tu vois, vraiment Ouais. ouf. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 1 an en césure, je suis rentré, ils voulaient m'embaucher au Texas, mais j'étais moyen chaud pour vivre au Texas. Ouais. Voilà, Ça peut se comprendre. ouais, c'était une chouette C'est expérience, particulier. mais voilà, assez particulier. Donc c'était vraiment une super expérience. Je suis rentré, j'ai voulu rejoindre un grand groupe parce que je m'étais dit, bah, ça me fera une expérience variée. Tu vois, j'ai fait la petite PME internationale, mais petite Ouais, quand puis même. un grand groupe, ça forge quand même. Enfin, ça t'apporte quand même énormément de choses de bosser pour un grand groupe. Voilà, donc j'ai rejoint IBM et j'étais dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle un centre d'avant-vente. C'est-à-dire que en gros, c'est un énorme bâtiment dans lequel ils font des démonstrations à leurs clients Ok. de certaines solutions, tu vois. Donc Et plutôt moi, B2B. Ouais. ouais, B2B, ouais. Moi, Ok. les solutions sur lesquelles je travaillais, ça s'appelait Smarter Cities. Donc, c'est par exemple des logiciels qui sont capables de prévoir le trafic routier, de dire attention, dans 3 heures, il va y avoir un bouchon à Ah cet ouais. endroit-là, tu vois. Ou des Ok. logiciels de détection. Et je te parle de ça en 2012, hein. Donc, l'intelligence artificielle, etc., c'était Waouh. déjà costaud à Ouais. l'époque. Tu vois, ils avaient des Ah logiciels ouais, bah capables de ouais. détecter des comportements suspects dans des aéroports. De Ok. détecter immédiatement des bagages abandonnés, tu vois. Donc, et pour Ah tout ouais. ça, bah, du coup, on faisait venir des clients, et dans ce centre, il y avait une reconstitution d'un bus, d'un PC sécurité de police, d'un centre de commande Ah, carrément. enfin, dans un Et il te aéroport. montrait Ouais, ouais, vraiment en direct le logiciel, il ouais, analyse tout et il dit, ah tiens, lui, fais ouais, gaffe. ouais, Waouh, c'est ouais. ça, ouais. Ok. Donc, c'était ouf, tu vois, parce que moi, je gérais du coup l'organisation de ces démonstrations. Donc, il y avait genre les hôpitaux du Kazakhstan, la régie des transports de la ville de Chicago, l'aéroport de Nice, tu vois, c'était Ouais. vraiment chouette. Ouais. Mais ouais, voilà, l'expérience n'était pas méga concluante. Il y avait d'autres aspects qui me plaisaient moins de travailler pour une boîte de cette taille, en tout cas cette boîte en particulier. Même si je suis sûr que c'est une super boîte, mais moi j'ai pas trouvé à ce moment-là un truc qui me faisait kiffer. Et donc là, à ce moment-là, quel âge j'avais? euh, Attends, que je te dise pas de Ah, 2012, c'est dans bêtises. 92, t'avais 22, Ouais, 23. voilà, donc là j'avais déjà 22. Donc on est déjà sorti des 20 ans.
Mais à mes 20 ans, j'étais en école de commerce et ouais, je m'apprêtais à partir en fait au Canada, etc. Ok. Et du coup, là, de IBM, bon, on le sait quand on écoute ton podcast qu'après IBM, on connaît la grande, grande boîte dans laquelle tu as bossé derrière. Ouais. Mais la transition, elle s'est faite comment? Et puis, Bah, la transition, en fait, mes parents ont déménagé à ce moment-là. Ils sont allés se poser en Occitanie. Et donc, quand je suis revenu du Canada, je me suis retrouvé un peu déboussolé parce que plus de maison familiale, tu vois. En fait, je ouais, suis rentré et, genre, littéralement, très peu de temps après. Attends, j'étais au Canada ou j'étais. Putain, je m'embrouille, c'est un truc de fou. Canada, Non, Texas, c'était Texas, après Canada, IBM, ouais. Canada, C'est, Texas, en fait, IBM, ouais, en fait, j'ai fait Canada-Texas, je suis rentré. IBM. Et la troisième année d'école de commerce, je l'ai fait en apprentissage. IBM, c'était un apprentissage. Ok, Donc, ça veut d'accord. dire qu'en fait, c'est IBM qui a payé mon école. Et en fait, en dernière année d'école, il fallait qu'on fasse un échange universitaire. Donc, pendant 4-5 mois, j'étais au Pérou en Ah, échange yes! universitaire, ouais, Ah ouais, et payé par IBM. Parce qu'un contrat d'apprentissage, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, il te paye même quand tu es à l'école. Et ensuite, quand je suis revenu de l'Amérique du Sud, là, j'ai travaillé du coup à temps plein chez IBM pendant, je sais plus, 7 mois, je crois, 6-7 mois. Et c'est à la fin de cette expérience chez IBM donc, que mes parents ont déménagé. ok. Et du coup, avant d'arriver chez Apple, puisque c'est Apple dont on parle après IBM, j'ai eu une période où tu vois, en fait, j'avais pas de quoi prendre un appart dans le Var, donc j'ai suivi mes parents, j'ai pris un petit job, enfin un petit job. J'étais chef de rayon chez Decathlon, tu vois, où je m'occupais de Ah, l'atelier, du ok. rayon cycle. Voilà, j'avais une petite équipe, on était, je sais plus, j'avais 5 personnes, je crois, ou 4 personnes, je sais plus. Et puis, je cherchais un job en parallèle, donc ça a duré, je crois, 5-6 mois, Decathlon. J'ai trouvé un job dans le conseil pour une boîte qui était basée à Paris, mais moi j'étais détaché en province. Donc la boîte était à Paris, et en fait, moi, mon client, c'était la centrale nucléaire de Marcoule, qui est Ok, vers Orange, en gros, ouais. au nord d'Avignon. Voilà, s'il y en a qui. Donc dans le sud. Et donc mon taf, c'était de travailler dans cette centrale avec les. En fait, quand on construit une centrale nucléaire, dès la construction, on a des plans de démantèlement. Ah, Tu vois. yes, ouais, de savoir comment elle va être démontée Voilà, finalement quand ce sera terminé. Ok. exactement. Sauf qu'en fait, la durée de vie d'une centrale, c'est tellement énorme. Tu vois, les plus courtes, je crois que c'est 40 ou 60 ans. Les plus longues, c'est genre 120 ans. En fait, les Waouh. plans, il faut tout le temps les mettre à jour. Parce que Ouais. les technologies évoluent, la Et puis il y a des législation mises à jour, il y a des évolue. mises aux normes et tout, ouais. Voilà, exactement. Ok. Financièrement, ça évolue, tu vois. Quand tu prévois le coût de démantèlement d'une centrale en 1950, Oui, oui, en tu te doutes 90, bien c'est plus la qu'en même. Ouais, 2010, voilà, c'est plus la même, quoi. ouais, c'est Donc, clair. en fait, tu as des équipes, leur taf, c'est non-stop De de calculer ça. réviser, voilà, de mettre à jour Waouh. les process. Et donc, moi, je travaillais là-dedans. Ok. Donc, pas sur la mise à jour, parce qu'évidemment, j'ai zéro compétence dans le sujet, mais en fait, dans les processus pour faire les mises à jour. C'est-à-dire comment on s'y prend, tu vois. Comment, des trucs tout cons, mais comment on traque, comment est-ce qu'on garde un œil sur toutes les modifications apportées au document, tu vois. Voilà, Ok. Ouais, organisation quoi. Tu ouais, voilà, manageais le voilà, truc. voilà, Ok. voilà. Mais en fait, ça m'a pas trop plu parce que je travaillais, moi, le projet de démantèlement sur lequel je travaillais, l'échéance était 60 ans plus tard, je crois. Donc, en gros, je serais déjà Ouais, c'est à la difficile retraite, de. voire Ouais. enterré, tu vois. La projection, elle est compliquée. Voilà, et du coup, je me disais, bon, voilà, je voyais pas du tout le résultat de mes actions et je l'aurais jamais vu. Et donc, à ce moment-là, et puis là, j'espère que c'est pas trop long pour les gens parce qu'on est déjà à 40 minutes, mais On reprend en deux. ouais, on reprend en deux. Mais à ce moment-là, je me dis non, mais là, ça va pas. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action, enfin, j'ai envie de manager des équipes, j'ai envie d'être dans des jobs un peu plus de terrain. Et là, je m'y retrouve pas du tout. Ok. Et donc, je me rappelais en école, il y avait Apple était venu nous présenter un programme quand j'étais en école de commerce Ouais. qui s'appelait Apple Store Leader Programme, qui était un programme qu'ils avaient dans le monde entier. Donc, s'il y en a qui ça parle, c'est des graduate programmes. Il y a pas mal de grands groupes qui font ça. Ok. C'est des Ouais. programmes destinés aux diplômés du supérieur, donc des gens qui sortent d'école très jeunes. Et l'idée, c'est de faire des rotations de jobs. Donc, tu passes par plein de jobs différents sur une période qui va de 6 mois à 2 ans max, généralement. Et à la fin de ton programme, en fait, tu as
l'objectif, c'est que tu prennes un poste de manager, donc que tu encadres des équipes. Et que ce poste de manager, en réalité, comme tu es passé par le programme, tu l'occupes beaucoup plus jeune que s'ils avaient dû faire un recrutement en externe. Ouais, Tu vois, bah ouais. c'était ça l'idée Ouais. en fait. En fait, ils formaient des managers, mais en interne. Ok. Donc, Apple avait un programme comme ça. Il y avait, donc ils nous l'avaient présenté. Je m'étais dit, donc j'y repense, tu vois, peut-être, je sais pas, 1 an et demi plus tard, et je me dis, bon, là, ce que je fais, ça me plaît pas. Je suis un peu, j'étais un fan d'Apple, tu vois. Ouais, sur le Souvent, papier, c'est assez sexy comme, voilà, exactement. Et puis comme truc, souvent, quoi. quand j'allais à l'étranger, que je me déplaçais, enfin, quand j'étais au Canada, au Texas, tu vois, j'aimais bien aller dans les Apple Store, pas forcément pour acheter, mais je trouvais que l'expérience était chouette, enfin, ça me plaisait. Et donc, je me dis, bon, tu sais quoi, qui ne tente rien n'a rien, je vais envoyer un CV. La probabilité que je sois pris, tu vois, je sors pas d'HEC, clairement, la probabilité que je sois pris, elle est proche de zéro, mais voilà, j'aurais tenté, quoi. J'envoie un CV. Pan. Donc là, on est en avril 2014 Ok. ou février 2014, je sais plus trop, tout début d'année 2014. Et là, je reçois un coup de fil, tu vois. Peu de temps après, d'une RH, mais le truc dure 20 minutes, tu vois. Très rapide, elle me pose 2-3 questions, on parle en anglais rapidement. Je dis bon, ok, une RH en France, hein. Ouais, ouais. Elle me dit ok, bon merci, on vous tient au courant pour la suite. Et puis j'attends, je sais pas, un mois, je pense. Apple, les process sont méga longs, tu vois, c'est très, très, D'accord, très, ouais, très parce long. que un mois, c'est pour de Ouais, la RH, ouais. c'est Non, mais hyper ouais, long. mais c'est un délire, hein. Je te dirais le nombre d'entretiens que j'ai passé dans ma carrière chez Apple, tu vas halluciner. Donc j'attends genre un mois et là on me dit deuxième entretien. Je dis ah bah putain cool, Ouais, ouf, tu vois. Je dis recall, waouh. un mois après. Ouais, elle dit waouh, un autre entretien. Ok, donc je fais l'entretien, ça se passe bien. Et là on me dit ok, convocation à Paris. Je me dis ok, donc pour une journée de recrutement. Donc je monte à Paris, machin, je fais la journée de recrutement, ça se passe bien. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu 2 entretiens avant. Je crois que il y a eu un entretien avec la RH, peut-être 2 entretiens avant la convocation et la convocation. Ok, ouais. Et la convocation, on était, je sais plus, peut-être une vingtaine, tu vois, pour la France. Waouh. Et à l'issue de ah oui, et la journée de recrutement, elle se terminait par un entretien individuel. Tu vois, donc il y avait des activités de groupe, machin, et puis Waouh, ça se ouais. terminait par un entretien Costaud, quoi. individuel. Et moi, je passe en dernier, tu vois. Je passe en dernier et j'avais un train à prendre. J'avais pas pris d'hôtel parce que c'était à la journée. J'avais un train à prendre et en fait, ils ont eu un retard de ouf, tu vois, genre 1 heure et demie de retard. Apple, hein, pas le train, Apple. Bah ouais, bah Et ouais. moi, j'avais prévu genre, je sais plus, 2 heures ou 2 heures et demie, tu vois, pour mon train. Et donc, en fait, au moment où je m'assois, que c'est enfin mon tour pour l'entretien individuel, je suis le dernier de la journée. Donc, je me dis, putain, ils doivent être défoncés. Ils ont 1 heure et demie de retard. Ils doivent être fracassés. Et au moment où je m'assois, mon train part genre 10 minutes plus tard, tu vois. Et j'ai pas de plan B. Jamais avoir un plan Donc B. voilà, gros stress. Mais bon, bref, c'est l'anecdote rigolote, ça se passe très bien. Et en fait, dans la foulée, ils me rappellent et ils me disent que je suis pris. Et là, Waouh. j'hallucine, tu vois, parce que je savais qu'il y avait genre, on avait été, je crois qu'ils Ouais, avaient reçu si, pas si loin vous de 1000 étiez. CV, tu vois, pour la France. Ah ouais, et les 20 c'était pour un seul poste à la fin, en fait. C'était la Ouais, finale des finales, quoi. ouais, c'était un seul poste en Golden France. score. Ok. Et en tout, dans le monde, on était 88. Tu vois, donc on était Ah une quinzaine en ouais. Europe. Il y en avait beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Chine. Mais en France, ouais, il y avait une place à l'externe, tu vois. Donc, Ok, je suis ouais. pris, donc là, pouah, Sacrée compète, ouais. hallucine, tu vois, Belle, j'hallucine. Je me dis, putain, je suis refait. Et voilà, et là, ça a été le début donc de 8 ans de carrière chez Apple. D'abord à Paris, où j'ai passé 3 ans et demi. Et après, ensuite, après Paris, je devais partir en Corée du Sud pour ouvrir le marché sud-coréen pour Apple. Et puis ça s'est pas fait pour des raisons un peu administratives, financières au dernier moment. Et donc j'ai bifurqué vers la Suisse. Donc je suis parti m'installer en Suisse et je travaillais avec les équipes suisses, un petit peu d'Allemagne, Sud-Allemagne et Autriche. Ok. Si on fait un parallèle, parce que là, ouais, on a parlé de toute cette évolution, et en parallèle, rapidement, mais niveau sportif ou culture outdoor, est-ce que tu avais, à ce moment-là, tu étais vraiment à fond dans le taf et il y avait que ça qui comptait, ou tu avais quand même des activités sportives ou des petits séjours outdoor ou des choses comme ça? Ouais, après la prépa, donc en prépa, j'ai pris 10, 20, ouais, 20 kilos quasiment.
Donc Ouais, je me ok. je me suis rapproché des 120 kilos, des 110 kilos, pardon. Waouh, ouais. Ouais, donc Ça commence ouais, à être costaud. bien gros. Franchement, je me sentais vraiment pas bien. Donc quand je suis arrivé en école, bon, j'ai perdu du poids. J'ai repris pas vraiment le sport, mais plus des activités ouais, outdoor, genre rando, tu vois. Je faisais Ouais, pas mal de marche. pour Pas prendre l'air, énormément, pour. mais un peu de marche, tu vois. En fait, j'ai vraiment eu du mal à tourner la page du judo. J'ai essayé d'y revenir, tu vois. Quand j'étais au Canada, mon entraîneur de Marseille, là, du groupe France, je l'avais revu et il m'avait dit bah écoute, si tu vas au Canada, va dans ce club. Il m'avait filé l'adresse du club et tu demandes ce mec, tu vois. Tu demandes l'entraîneur qui s'appelait Nicolas Gill. C'est un bon prénom, ça. Ouais, exactement. Et donc, bon, je te partage l'anecdote rapidement. Au Canada, j'arrive au Canada, je m'installe, j'avais amené mon kimono. Quelques semaines après que je sois arrivé, je vais dans le fameux club. Et en fait, s'il y en a qui ont déjà regardé le judo, les compétitions internationales, tu as un judoka en kimono blanc et un judoka en kimono bleu. Ouais, Voilà, tout le temps. Avec les dossards cousus dans le dos, tu vois. ouais. FRA pour la France, voilà. J'arrive dans le dojo et là, je bug un peu, je vois des kimonos bleus et blancs partout, tu vois. Et avec des dossards CAN, Canada. Je me dis, Ah ah ouais, ouais, putain. que la team Canada, en fait. Ouais, en fait, je capte pas que c'est la team. Parce que tu peux avoir parfois, tu vois, tu peux être sélectionné une fois Ouais, par l'équipe de France, enfin ton équipe nationale, et tu as quand même le kimono, tu vois. Donc je me dis, ah ouais, putain, les mecs, ouais, gros niveau là quand même. ouais, t'as J'ai toutes les l'impression, tu vois, sélects. je suis Ouais. impressionné. Je monte sur le tatami et tout, on se présente, et j'avais pas refait de sport depuis 3 ans, tu vois, j'étais encore en surpoids. Et là, échauffement. Alors déjà, l'entraîneur, avant même l'échauffement, l'entraîneur, il arrive, il me serre la main, le mec, pourtant j'ai des grosses mains, tu vois, le mec, Il te casse les doigts. un ours, tu vois. Et en fait, je capte, en voyant sa tête, son nom ne m'avait pas parlé, mais en voyant sa tête, je capte, c'était un des adversaires, genre un peu la bête noire. Enfin, sa bête noire à ce mec, c'était David Douillet. Ah ouais, Donc le ouais, mec, ok. c'était un adversaire de David Douillet et ils se Et sont puis rencontrés plusieurs c'était un fois au poids lourd jeu en et tout, tu plus. vois. Ouais, voilà. Donc là, je me dis, ah ouais, ok, Ah, le en petit fait, français. gros niveau, tu vois. On Ouais. attaque l'échauffement, je vomis avant la fin de l'échauffement, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais, Donc ouais, c'est là, je me costaud. dis, ok, là, très, 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 très chaud. Et en fait, je me Waouh. fais latter par des mecs qui sont 3 catégories de poids en dessous de moi, tu vois. Et donc, je finis par poser quelques questions. Et en fait, je capte que c'est le club de la côte est du Canada. C'est le club de l'équipe nationale du Canada, mais sur la côte est. Et qu'en fait, les mecs, ils étaient en pleine prépa des JO de Londres. C'est bien pour un retour, c'est Voilà. calme. Donc là, on était en 2011, tu Waouh. vois. Donc, Ouais, un an plus tard, pile poil, ils étaient au JO de Londres, les mecs. Et ok. donc, bah, en fait, je me suis fait absolument fumer. Au judo, tu vois, il y a un gros enjeu, c'est la prise de garde. Donc, c'est où tu mets tes mains sur le kimono. Ouais, ouais, Et ouais. donc, bah, de l'autre côté, le mec, il veut te faire lâcher les mains. Et donc, pour faire lâcher les mains, bah, il n'y a pas 36 solutions. Tu tires un coup sec fort. Sauf que le kimono, c'est du coton. Enfin, c'est très, très Ah, c'est dur. hyper épais, ouais. Et donc, ça râpe les doigts, tu vois. Donc, quand tu fais beaucoup de judo, tu as le bout des doigts un peu corné, tu vois, avec une peau épaisse. Ouais, Mais mais quand tu es 3 ans plus. sans, ouais. Voilà, en fait, tu le perds, ça. Donc, j'avais genre le bout des doigts en sang, les pieds fracassés. Enfin, voilà. Horrible, tu vois, horrible. Donc, j'ai arrêté. Ça m'a un peu dégoûté, surtout quand tu as fait un truc à un niveau et puis que tu te rends compte que tu es genre 20 étages en dessous. Ça fait un peu mal, tu vois, à l'ego. Ouais, Et ouais, puis, puis même soit en tu termes te de dis, puis sensations. t'as pas le temps matériel aussi de te dire je vais revenir à ce niveau-là, quoi. Moi, Ouais, t'as un exactement. job, t'as un Donc, truc. j'ai arrêté et il n'y a pas vraiment de sport qui a remplacé le judo pendant longtemps. Je faisais un peu de marche, mais vraiment occasionnellement. Et c'est à Paris que j'ai trouvé autre chose. En fait, c'est un copain qui, pendant un week-end en Bretagne, me parle d'une course qui s'appelle la Saint-Élion. Oh, non, Et quelle bêtise, ouais, quelle folie. et j'avais jamais couru un 10 bornes de ma vie, tu vois. Ah, mais c'était bien la Saint-Élion pour commencer, du coup. Voilà. Et donc, il C'est me un bon parle de ça. objectif. Et, alors, je dis peut-être des bêtises. C'était au moment où je cours la plus longue distance de ma vie. En tout cas en course, et même tout court, je pense. C'est un 10 km. C'est le 10 km de l'équipe à Paris. Ah, yes, ouais. Voilà. Et donc, je fais ça. Et je me dis, putain, ouah, j'ai fait un 10 km. Putain, c'était long et tout. J'ai jamais fait ça. Et dans la foulée, ou juste avant, je sais plus trop, mais vraiment à la même période, il me parle de la Saint-Élion, tu vois. Il me dit, ah, mais t'aimerais bien, c'est un truc un peu genre Ah ouais, ça Warrior, te c'est la plairait. nuit et tout. Ouais, c'est trop bien. Voilà, il me dit ça, tu vois, et je me dis, bah vas-y, allez, go, je m'inscris, tu vois. Et donc je m'inscris, et là, flip total. Je me dis, putain, attends,
Je fais 100 kilos. Je me suis inscrit à un 73 bornes de nuit. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis pas entraîné. J'ai aucune idée de comment le faire. Et en fait, ça a été un peu le coup de pied dans la discipline. Tu vois. Pendant 3 mois, de septembre à décembre, je me suis entraîné comme un chien. 5-6 fois par semaine. Enfin, Ah j'ai pris un bah plan ouais. d'entraînement, tu vois. Je l'ai suivi à la lettre, mais vraiment en mode discipline du judo, tu vois. Il y Si avait on peut marqué. juste rajouter pour les gens qui connaissent pas la Saint-Élion, c'est quand même une des courses les plus horribles qu'on puisse faire. Ça se fait en pleine nuit, début décembre. Je crois qu'il n'y a pas une édition où il a fait beau. En règle générale, il pleut des cordes, il y a beaucoup de vent. S'il pleut pas, il neige. La moitié du parcours, c'est de la patinoire. La deuxième moitié, c'est Verdun. Et le départ se fait à minuit de Saint-Étienne pour une arrivée de nombreuses heures plus tard à Lyon. Je referme la parenthèse juste pour donner Voilà, un peu le voilà. contexte. C'est ça la Saint-Élion. Donc voilà, tu vois, je retombe, et en fait, c'est ça qui m'a plu. C'est que je retombe dans mon mindset sport de haut niveau. J'ai un plan, je m'y tiens, genre à la lettre, tu vois, rigueur. Je me lève les matins, je pars courir à la frontale, il y a personne. J'ai l'impression que la journée m'appartient, tu vois, parce que je me lève avant tout le monde. Je vois des progrès très rapides. Forcément, quand tu démarres de zéro, voilà, c'est facile de voir des progrès. Et je fais cette course et je me régale, tu vois. Et là, c'est là où, du coup, il y a un sport qui a remplacé le judo, même si j'avais absolument pas le gabarit, puisque bah, 1m91, 96, 98 kilos, tu vois, je me mets à la course à pied. Et putain, j'ai la voix qui part en vrille, là, ça y est. Et C'est peu de l'émotion. temps, ouais, et peu de temps après, au triathlon, tu vois. Ouais, Donc voilà, et au trail. Donc c'est là où, ouais, après les 20 ans, c'est là où, je dirais vers mes 25 ans, c'est là où j'ai enfin tourné la page du judo, que j'ai arrêté ok. du coup à 17. Donc tu vois, long quand même, hein, 6 Ouais, ans. mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis, je pense Triste. qu'il y a beaucoup de gens qui courent ou qui font du tri qui vont s'y retrouver, où tu as fait du sport à très bon niveau. Soit il y a eu blessure, soit il y a eu études, soit il y a eu un peu les deux. Et puis on se recherche un peu pendant des années. Et en fait, il y en a beaucoup. La course à pied au début, c'est effectivement pour le poids, pour se dire ah bah merde, j'avais des tablettes quand j'avais 18 ans, aujourd'hui je me sens plus beau dans la glace et tout, je me remets au sport. Et tu as ce côté aussi où dans ces sports d'endurance, je parle vraiment pour les anciens sportifs de haut niveau, pour progresser dans ces sports d'endurance, ça demande une rigueur, une discipline, un entraînement constant et hyper régulier. Et en fait, en étant le plus amateur des amateurs, parce que avant de refaire des temps, sachant que toi, tu as perdu 20 ans dans d'autres disciplines et qu'il y a des gars qui font de l'athlète depuis 4 ans, depuis qu'ils ont 4 ans, eux, ils sont déjà super forts, ils sont en place et tout. Mais tu retrouves quelque part ce rythme du sport très 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 régulier et je trouve que c'est même plus un palliatif mais ça redevient un mode de Ouais, vie en fait et je pense qu'il y a beaucoup de gens et notamment bah là le parallèle avec Apple mais au départ de ce type de course on retrouve énormément de gens qui ont des postes à responsabilité, qui ont des statuts de cadre, etc. et qui retrouvent dans ce sport-là ce qu'ils avaient mis dans le sport jeune ou qui trouvent un équilibre entre leur discipline pro, qui demande de la rigueur, de la discipline, etc., et une sorte d'exutoire, mais dans le côté vraiment positif du terme, où finalement ouais, bah, tu peux aller te déglinguer contre tes potes ou même faire des courses en interne en entreprise et tout. Il y a un aspect ouais, compétition qui est hyper sain. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc qui se recrée en fait. Et je pense que la majorité des gens qui courent, ils commencent entre 25 et 30 ans. mhm, ouais. C'est vraiment un sport de maturité. Bah écoute, ouais, en tout cas, mon expérience ça a été à peu près ça aussi, ouais. Ok. Du coup, tu me fais la super transition. Alors, le triathlon, juste pour resituer, parce que, encore une fois, je te connais un petit peu maintenant. Donc, tu as eu un gros accident en t'entraînant en vélo en Suisse, Ouais, avec ouais, tout ce que ça peut créer psychologiquement, etc. Et à très court terme, on voit quelque chose de terrible. À plus long terme, on voit quelque chose qui finalement t'a façonné et t'a emmené vers d'autres choses. Et au-delà de tout ça, et je suis content que tu aies abordé la course, parce que c'était la dernière question, entre guillemets, de la première partie. Tu as dit il n'y a pas longtemps que la PTL t'avait transporté aux confins du mental. Alors là, je mets des guillemets, parce que là, j'ai beaucoup pensé à toi en écrivant ça. Un peu en mode Fredon dans le Mordor. Et du coup, comment c'était ce confin du mental rapidement, en quelques mots.
Donc la PTL, s'il y en a qui connaissent pas, c'est oh la vache, attends, je vais la refaire là. Je vais le faire. Attends, La, ouais, la, je reviens. Ouais, vas-y, je te laisse le faire, je vais boire un verre d'eau. Vas-y. En fait, la PTL, pour ceux qui connaissent pas, c'est la petite trotte à Léon. C'est une course de l'UTMB qui, je sais pas si on peut dire une course parce qu'il n'y a pas de classement réel. Et c'est une course qui fait plus de 300 km avec un dénivelé positif qui doit être de l'ordre de 20 000 mètres, enfin quelque chose de monstrueux. Et en fait, c'est une course qui se fait par équipe de 3 personnes. 2 ou 3, ouais. 2 ou 3. Et il n'y a pas de balisage. Il n'y a pas de ravitaillement. Je crois qu'on a des tickets pour aller dans certains refuges et certains endroits, mais il n'y a pas de ravitaillement fixe. Il y a très peu de staff autour. Donc c'est vraiment la course, disons, moyenne montagne avec des passages très 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 alpins où on a le casque, on peut avoir les crampons, enfin on peut avoir pas mal de matériel d'alpi quand même. Donc c'est extrêmement difficile et il y a très très peu de sommeil parce qu'on reste quand même dans un mode où on avance. Et je vais te laisser dire combien de temps tu as dormi sur tes 5 ou 6 jours de course. Ouais, Et, ouais, et ce fameux confin du mental pour faire la ouais. transition. Donc le départ est le lundi à 8h30 et la barrière horaire, c'est 152 heures. Donc ça veut dire dimanche à 15h, un truc comme ça. Ouais. Et nous, on est arrivé, donc il n'y a pas vraiment de classement, mais on sait l'ordre d'arrivée des équipes. Donc nous, on est arrivé 27e sur 101 équipes au départ, Ce qui est énorme. 58% d'abandon. Et nous, on est arrivé à 12h30 le dimanche, donc 148, si j'ai bonne mémoire, 148 heures. Waouh. Et entre les deux, alors c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas, j'étais en position allongée sur un matelas ou un lit pendant 5h30. C'est inimaginable. Voilà, en C'est cumulé. inimaginable. Donc ça fait pas beaucoup. Et le confin du mental, ouais, parce que moi, j'avais jamais vécu une expérience comme ça. Et en fait, le facteur sommeil, il est déterminant parce que tu rentres dans un mode où il n'y a pas que la fatigue physique, enfin, c'est bien plus que de la fatigue physique. En réalité, la fatigue physique, au bout de, je dirais, le mercredi, tu vois, donc peut-être 48 heures, Ouais. ton corps s'habitue un peu à l'effort, tu rentres dans une routine, les muscles sont bien chauds, tu cales ton rythme pour pas aller trop vite. Donc, en réalité, c'est dur, mais t'es plus à l'agonie, tu vois. T'as passé ce stade physiquement, voilà. C'est dur, mais bon, voilà, ton corps s'est mis dans un rythme. Par contre, le manque de sommeil et la fatigue nerveuse, parce que tu es en activité, je sais pas, 21 heures par jour, tu vois. Ouais, puis Non-stop. t'avances, mais t'as aussi toute la partie risque à gérer. Enfin, tu passes dans des endroits où 99% de la population n'est pas capable de passer. Tu passes dans des rochers, Ouais, t'as des cordes fixes, t'as le casque de nuit. Enfin, tu passes dans ouais, des endroits de nuit où, ouais, enfin, ouais. Il y a, la il y a des moindre zones. erreur, elle est fatale, quoi. Il y a eu un mort la première nuit. Et je dis pas ça pour faire en mode Ouah, c'est une course de fou, mais c'est juste que oui, il y a des endroits, en fait, c'est engagé, et donc des erreurs peuvent malheureusement être fatales. Et donc il faut rester lucide en dépit de la fatigue. Et en fait, c'est ça qui était, quand je parle des confins du mental, en tout cas pour moi, hein, il y a des Ouais. gens qui l'ont très certainement mieux vécu que moi. C'est ça, en fait, c'est la fatigue extrême sur une période finalement assez longue où tu es en activité tout le temps. Tu peux pas je sais pas, à un moment Ouais, tu donné te relâches pas. t'asseoir, tu vois, comme Ouais. je sais pas, dans un bateau, tu fais une course au large où des fois tu peux t'asseoir et tu te poses un peu. Tu vois. En fait, là, si tu t'assois, tu n'avances pas. Sauf que si tu n'avances pas, la barrière horaire, elle continue d'avancer et tu te fais éliminer. Donc, Ah ouais, c'est clair. c'est là où c'était vraiment dur. Et surtout, c'est très loin d'être plat. Donc, nous, il y avait 25 ou 26 mètres de dénivelé. Donc, tu peux pas non plus dérouler, te dire, vas-y, je me mets dans ma bulle, on est sur une zone de plat et j'avance et tu vois, je mets un pied devant l'autre, mais mentalement, enfin, dans ma tête, je suis ailleurs, tu vois. Tu Ouais. peux pas, tu es tout le temps en train de monter ou de descendre. Et c'est là où c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Pour moi, en tout cas. Ouais, puis tu dois atteindre des niveaux de conscience et finalement d'inconscience. Enfin, t'as un vrai dialogue là avec avec toi-même. Ouais. Ça doit Ouais, être fou. c'était très dur, une chouette expérience avec du recul maintenant, mais très 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 dur. On peut dire que c'est un truc de frapper quand même. Ouais, là ouais, franchement ouais. Là j'ai pas de Trop bien. problème, ouais, j'ai pas de problème à le dire. Ça fait toute la transition. C'est parfait.
Du coup, là, on a parlé pas mal de toi, on te connaît vraiment mieux sur la façon dont tu as grandi, comment tu t'es construit, les domaines dans lesquels tu es intervenu en termes de boulot et tout. Je voulais pas qu'on mette de chiffres dans cette chose-là parce que pour le coup, je préférais le côté poésie qu'ingénierie de cette histoire. Sur la partie 2, ma première question, c'est pourquoi les frapper et comment on en vient à se dire, alors là maintenant il y a plus de 200 épisodes enregistrés et diffusés, plus de 500 000 écoutes, mais comment on en vient à se dire à un moment, je vais interviewer des femmes et des hommes euh, qui ont fait des trucs de dingue dans le domaine du dépassement de soi et de la résilience. Pourquoi les frapper? Euh, Parce que, donc là, on était en 2020, Ouais, première vague de Covid, et c'est extrêmement difficile au boulot pour moi. À ce moment-là, j'ai une grosse équipe, j'ai 80 personnes, il y a des gros enjeux commerciaux, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à faire grandir, bref. Enfin, pas mal de pression et une gestion tu vois, de toutes les conséquences du Covid, des confinements et tout, qui me laisse genre sur les rotules, tu vois. ouais, En tant que manager d'équipe, je suis vraiment sur les rotules. Et donc, je trouve très peu d'énergie au boulot. J'arrive un peu à la fin d'un cycle. Ça fait 8 ans que je suis chez Apple. Voilà, je suis arrivé un peu au bout de ce que moi j'avais envie de vivre et la suite est voilà, la suite me fait plus forcément rêver. ok, Et du coup, à ce moment-là, je me dis, je prends souvent l'analogie de la bouteille, tu vois. Moi, je considère que pour être bon au taf, surtout quand tu es un manager, bah, en réalité, ton taf en tant que manager, c'est un peu de distribuer de l'énergie, tu vois, de différentes manières, avec ton enthousiasme, ouais, ouais, en supportant les gens, en étant à l'écoute. ouais, en faisant Mais monter en compétences, enfin il y a tout ouais, un... exactement. Ok, Mais en fait, de donner, tu vois. De donner de la tranquillité d'esprit en prenant des problèmes, par exemple, tu vois. Mais bref, de donner. Et en fait, c'est compliqué de donner de l'énergie, donc d'enlever de l'eau de ta bouteille, ouais, quand quand ta t'arrives pas à la bouteille, elle est à remplir. moitié vide dès le matin, tu vois. Ouais, ok, Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un truc en dehors du boulot, parce que je l'ai plus au boulot. Il faut que je trouve quelque chose pour remplir ma bouteille. ok, Et, j'écoutais un podcast à ce moment-là, américain, qui s'appelle Choose the Hard Way. Et donc ce podcast, je le trouve génial. Il y a des invités qui viennent d'univers assez variés. Ça parle de dépassement, de résilience, de performance. Et, euh, et je trouve pas l'équivalent en français. ok. Et je me dis, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent en français. Mais surtout, ce mec-là, quand il rencontre tous ces gens-là, il doit se prendre une dose d'énergie et Bah ouais. d'inspiration de Ah, là, fou, pour le tu coup, vois. la bouteille, elle se remplit, ouais. Ah ouais, voilà. Et donc Ouais, je me dis, mais en fait, faut que je fasse ça. Tu vois, je fais d'une pierre deux coups. Il n'y a pas l'équivalent en français, donc je vais le faire. Et en plus, ça va me remplir ma bouteille à mort, tu vois. Genre, elle va déborder. ouais, carrément. Et Donc là, t'as zéro expérience du podcast. Tu dis, bah, ça zéro. me branche, j'y vais, je me démerde avec le matos que j'ai Bah et voilà. En fait, je dis-toi, vais. j'y pense pendant une rando avec ma femme en Suisse. Parce que le confinement en Ouais, Suisse, au début, en tout cas, il n'y en avait pas. Donc, voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, on fait une rando et là, je pense à ça, tu vois. Et en fait, pendant la rando, pendant qu'on est en train de marcher, et ma femme, ça l'a fait vriller à chaque fois, mais bon, voilà, malheureusement, je suis comme ça. Pendant la rando, je suis déjà en train j'ai mon téléphone à la main et je suis en train de lister les noms potentiels du podcast. ah, en mode Le nom que je vais t'enregistres donner au podcast, tu dictaphone, vois. tiens, je vais interviewer. Non, 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 juste, Ok. j'ouvre, Ah non, 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 juste non, le nom le du nom, projet, quoi. Tu fais un le nom, brainstorming. ouais. Voilà, c'est ça. Ok, Je me note, je sais pas, j'avais genre 10 noms, des noms anglais, des noms en français, et je me fais la liste. Et pendant qu'on est en train de randonner dans un endroit magnifique, au lieu de regarder le paysage, je demande à ma femme, tu vois, je dis, ben ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et voilà, bon, bref. Et dans cette liste, il y a les frappés, tu ok, vois. Et ça sonne, tu vois. Je me dis, putain, ouais, c'est stylé et tout, le nom, ouais, ça peut être pas mal. Mais c'est pas acté. ok, Et en fait, ce qui va acter le nom, c'est le logo. ouais, C'est con, hein. C'est-à-dire que je rentre de la rando, j'ai aucune idée de comment on fait un podcast. Donc, sur le trajet de retour dans le train, boum, je regarde, démarrer son podcast, qu'est-ce qu'il faut?
un micro, un site d'enregistrement, un site pour héberger. Et globalement, il faut une couverture, donc une cover de podcast, l'image du podcast, l'illustration, Ok, dans un certain format pour Apple Podcast. Voilà. Et donc je me dis, bon, ok, bah, vas-y, il faut que je fasse faire une illustration. Et en fait, l'illustration que je fais faire, donc avec qui est le logo actuel, hein, le mouflon qui charge, ok, c'est ça qui va me décider à opter pour les frapper. Parce qu'il y a cette ok. notion de, tu vois, Ouais, d'impact, ouais. de Le choc, charge, ouais, de ok. choc. Mais à la Genre, fois avec une tête hyper solide. ouais, Il y a un c'est ça, truc. ouais. Genre, tu te Ah, prends, trop tu vois, cool. tu te prends, en gros, le mouflon te charge dans le cul, tu prends Ah une non, ouais. impulsion Ouais, et puis et il te met 3 en avant, tu lumbagos. vois. Ah, Voilà. il Ouais, te non, pas un casse. limbago, mais tu vois, enfin, Il te met mal quand même. le mouflon te charge et ouais, c'est l'impulsion qui fait que boum, tu as un Ouais, premier pas en avant et en fait, le premier pas, c'est le plus dur. Donc, les frappés, c'est ça, tu vois. C'est trop bien. t'écoutes les frappés, tu as cette impulsion, cette poussée sur l'épaule sympathique, tu vois, amicale, mais qui te dit, bon, ok, mec, meuf, tu vois, là, faut y aller. Vas-y, lance-toi. Ok. Ah, C'est donc le moment. c'est le coup de tête amical Ouais, c'est ça, ouais, qu'ils c'est font. ça. Trop C'est ça. bien. Je savais pas ça. C'est trop cool. Donc voilà. Trop bien. Du coup, donc là aujourd'hui, un peu plus de 200 épisodes. Il y a un point commun à tous tes épisodes. Je fais partie des 1% des auditeurs qui l'écoutent régulièrement. Et il y a un point commun et que j'adore parce que, tu vois, il y a des présentateurs comme ça qu'on reconnaît à un truc. Et, et à chaque fois, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me disais, qui a un truc comme ça? Et je me dis, ah, j'ai vu Denis Brognard dans koh qui fait, ah! Et en fait, dans tous tes podcasts, systématiquement, on a des non! Wouah! Et ça, j'adore parce que c'est hyper sincère, tu vois. Le gars, t'as des invités, ils te disent des choses et tu peux pas faire autre chose. Et dans un podcast, comme on voit pas le visage, on voit pas la mâchoire qui se décroche en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, ça illustre vachement bien à chaque fois les aventures et les gens que tu interviews. Et encore une fois, je dis, on te sent hyper sincère et inspiré. Et, euh, et tu vois, et il y a autant d'auditeurs du podcast que d'inspiration qui se crée chez eux. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et qui est commun à tous tes invités assez rapidement comme ça? Euh, ouais, pour moi, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action. Le Euh, premier pas, tu veux dire, enfin le ouais, fameux coup ouais, ouais. de. Ok, Ouais, le fait de se lancer. Et clairement, c'est ce qui fait que le podcast a eu un impact énorme sur ma vie. ok. Tous mes invités, ils ont des projets, c'est très varié, mais leur point commun, c'est qu'ils sont passés du rêve à l'exécution. Ils sont entrés en action. Ouais, ils sont Et même ça, entrés en c'est. eux finalement, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, parce Ouais, que trop très bien cool. souvent, ça en fait partie. Enfin, c'est le passage obligé. Mais le point commun, c'est l'action. Ils sont dans l'action. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, le point commun entre tous les frappés, c'est se mettre en action. Et finalement, les frappés, pour toi, c'est aussi se mettre en action. C'est un peu Ouais. un mode de vie maintenant. Et là, il y a cette transformation, puisque 2024, ça devient ton job à temps plein. Euh, donc finalement, ouais, tu es un peu le frappé des frappés ou un frappé parmi les frappés. Et encore une fois, ça me fait une transition super parce que j'ai eu la chance d'assister au premier week-end des frappés. Donc il y a une vraie communauté qui se crée et qui est incroyable. Franchement, ce week-end, il est. Enfin, on a tous eu, et sans mauvais jeu de mots, des étoiles dans les yeux, au-delà du fait d'aller les voir. C'est énorme les souvenirs qui se sont créés, et rien que le lien qui s'est créé entre toutes ces personnes, puisqu'on peut le dire, on discute encore entre nous, et il y a encore des mots qui passent régulièrement sur le groupe WhatsApp. Et du coup, on a parlé de toi, tes invités, euh, tes auditeurs. Tu as des stats, mais tu les rencontres aussi. Et toi, ça te fait quoi de voir cette émulation qui est partie finalement, bah là maintenant on le sait, d'un état d'être post-Covid, d'une idée pendant une rando. Et aujourd'hui, les frapper, en tout cas moi de ma fenêtre, c'est un mouvement le truc, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est comme un métronome, c'est devenu un mouvement. C'est-à-dire que tu as une communauté, tu as 500 000 écoutes, tu as plus de 200 épisodes, tu as des gens qui sont tu as des fans, clairement. Et en fait,
c'est un tsunami le truc, c'est-à-dire que ça a commencé par un battement d'aile et aujourd'hui, c'est le premier podcast outdoor français. Ça, ça te fait quoi de voir ça et comment toi tu prends cette émulation finalement, parce que je pense que si on reprend la bouteille, ça la remplit bien, mais comment ça te charge et comment tu arrives à gérer du coup euh, tout ce qui peut passer dans ta tête en disant ah je peux faire ça, 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 il y a trop de trucs et en fait il faut hyper filtrer pour rester concentré et amener quand même, et ça aussi c'est un point commun à tous tes épisodes et à tout ce que tu fais, une qualité de produit fini qui est vraiment très haut de gamme. Très, très content de t'entendre dire que le week-end t'a visiblement bien marqué, positivement, en dépit du bain froid et du réveil matinal. Mais non, écoute, par rapport à ce que tu dis, euh, moi je suis forcément très content de chaque fois que j'ai des témoignages de gens qui me disent ah ben, je me suis mis à courir. Tu vois, là bientôt je vais parler de l'expérience de Alexis, qui est un auditeur qui s'est inscrit à un 100 km, qui est Ouais, un sportif, tu vois, qui fait de l'athlétisme, etc. Mais qui, à force d'entendre des récits de frappés, s'est dit, bah, en fait, peut-être que moi aussi, je peux faire un ultra. et je Et pense donc qu'il y en a là, beaucoup. voilà, il attaque la préparation pour faire un 100 bornes, tu vois. Donc, c'est Trop ouf. bien. Voilà, quand j'ai des récits comme ça, c'est trop bien. Euh, le résultat que tu as mentionné, premier podcast outdoor de France, c'est pas un objectif que je vise. Je pense que c'est une conséquence. Pour moi, c'est une conséquence. Waouh, et là tu me fais plaisir. Là, Ce que, tu vois, mais ce que je tu me fais vise, trop plaisir. moi, ce que je vise, c'est exactement ce que tu as dit, en fait. Et on s'est pas concerté avant. Donc là, s'il y en a qui ont douté, moi, j'ai aucune idée de ce que Nico allait me demander. On s'est pas concerté. Je lui ai pas dit, il faut parler de ça et tout. Tu as parlé de mouvement. Et en fait, ça, c'est mon étoile du Nord. Tu vois, c'est ce que je vise. C'est un peu C'est mon trop étoile cool. du berger qui me guide. C'est Euh, trop cool. c'est le mouvement, c'est créer un truc qui me dépasse largement, et que le podcast devienne, que les frappés deviennent plus qu'un podcast. Que les frappés, ce soit en fait que tu vois le label des frappés en gros, que ce soit sur le podcast, sur, je sais pas, une newsletter, sur un événement, tu te dises, ok, si je vais là, si je m'expose à ce qu'il y a dans tu vois, ce podcast, cet événement, etc., je vais en ressortir inspiré et prêt à passer à l'action. Trop cool. C'est- Et en fait, et du coup, bah, moi, ça m'incite à produire des choses de qualité et à donner un maximum sans attendre en retour. Tu vois, il y a pas de. Tu peux pas acheter un. Ah putain, désolé pour les mots. Ça va y aller, Mais t'inquiète. tu peux pas Ça va le faire. acheter du contenu des frappés. Tout est dispo gratuitement. Tu peux Ouais, trop soutenir le cool. podcast financièrement si tu le souhaites, mais, Ouais. mais Ça, on pourra le mettre en conclusion, hein. On peut ouais, soutenir via Tipeee aujourd'hui pour tous ceux qui écoutent et qui prennent de la dose d'inspiration. Je pense que voilà, à partir de vraiment pas grand-chose mensuellement, on peut participer à cette aventure et à pouvoir bah, la faire vivre, à faire vivre Loïc qui nous offre depuis maintenant plusieurs années ces épisodes. Donc je referme la parenthèse, peut-être que tu mettras en ouais. description de l'épisode, mais Ouais, sûrement ouais. même. Mais c'est Mais, voilà, hyper important. Mais voilà, les frapper, c'est moi l'objectif, c'est de donner un maximum, d'offrir des récits de parcours de vie inspirants, en gros de montrer à un maximum de personnes que tout est possible. Évidemment, il y a des contraintes à gérer, etc., mais que globalement, tout est possible et chacun, on a tous en nous, mais vraiment, j'en suis absolument convaincu, un potentiel exceptionnel, et ce potentiel, il est pour plein de raisons, bien souvent dormant. Tu vois, on a tous le logo des frappés, ce mouflon qui charge, qui est en Yes, mouvement, qui est dynamique. On l'a tous en nous, mais dans la plupart des cas, il dort. Ou il est entravé, tu vois, il n'est pas libre yes. de ses mouvements et il Ouais, faut le ouais. réveiller. Il faut le réveiller parce que c'est là qu'on se sent vivant. Et mon objectif, c'est d'apporter du contenu qui mettent en valeur des gens qui ont osé réveiller ce frappé et qui vivent leur vie pleinement. Et je pense que c'est ça, parce que je le fais depuis 3 ans et demi. Au moment où on enregistre, tu vois, ça fait 3 ans et demi. 15 000 minutes de contenu audio gratuit, Waouh. des plus de 1000 heures passées à faire des interviews, des montages, très tôt le matin, très tard le soir, le week-end, à organiser des événements digitaux, en physique, etc. Et c'est la conséquence de tout ça, mais qui est une conséquence, enfin un effet secondaire,
c'est qu'aujourd'hui, Les Frappés, c'est le premier podcast outdoor de France et un des podcasts de sport les plus écoutés en France. C'est Euh, hyper inspirant. mais En si, fait, pardon, si. Ouais, tu... non, j'allais dire juste ce que j'ai déjà dit, c'est pas ça l'objectif que je vise. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. On n'est pas là pour parler de mon job, mais moi ça résonne hein, absolument. C'est dingue parce que comme tu dis en fait, moi je peux mettre mes deux mains à couper. Tu m'as dit c'est une bonne idée, on va faire le podcast. On s'est absolument pas concerté. Tu m'as dit écoute, vas-y. Le gars il a jamais fait un podcast, il a jamais fait une interview. Vas-y prépare ton truc et on y va parce qu'on se fait confiance. Et, euh, et ça, c'est trop bien. Et là, ce que tu viens de dire, ça résonne exactement comme une grosse part de ce que je mets dans mon job au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, et on l'a senti, quand tu as répondu à cette question, il y a eu un regain d'énergie au même niveau que quand tu parlais de judo dans tes entretiens, je suis sûr, quand tu es arrivé à l'école, ta voix elle s'est recalée et tu as réussi à répondre et à remettre un niveau d'énergie de dingue dans cette réponse. Et en fait, ce qui est génial, et ça, c'est un truc, ça va venir juste peut-être avant la conclusion que j'ai écrite, mais qui vaudra beaucoup plus que ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que ce résultat aujourd'hui, c'est uniquement et simplement une conséquence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on cherche un objectif, à aucun moment, il y a besoin de chercher ce que dans la prep mentale, certains appelleraient la motivation, de mettre en mouvement. En fait, c'est uniquement ton identité et l'inspiration que tu as dans ce projet qui fait que tu arrives à ce niveau-là et qui fait que tu arrives à créer ce mouvement. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de mettre ça voilà, en fin d'épisode. En tout cas, on est au-delà de la motivation, on est dans l'inspiration. Et du coup, le résultat devient uniquement en fait une simple conséquence. Et ce qui permet aussi de se dire que eh ben, dans ce que je vais faire, je vais avoir des ratés, je vais avoir des réussites. Et en fait, peu importe, parce que la seule chose qui est importante, c'est qui je suis et qui je vais devenir en le faisant et pas ce que je vais obtenir. Et ça, tu l'as super bien résumé et c'est très très cool parce que c'est vraiment à l'image des frappés et de la façon dont tu bosses et dont tu fais confiance aux gens. Donc je trouve que tu pouvais pas mieux terminer l'épisode avec cette belle voix que tu as. Et du coup, Ouais, n'est-ce pas? ouais, j'en arrive on arrive au bout, tu vois, de ce que j'avais préparé. Moi, je voulais te remercier pour ta confiance parce que, et c'est la vérité, hein, tu m'as laissé carte blanche à 100%, ce qui est énorme. Tu vois, j'aime bien ton mot là, tu le dis tout le temps, énorme. Ce qui est énorme pour moi parce que j'ai jamais été présentateur de podcast, j'ai jamais fait d'interview comme ça. Et pareil sur le week-end, on peut le dire, tu m'avais fait vachement confiance sur la présentation d'une partie du week-end sans s'étaler sur le domaine. Et voilà, du coup, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Je pense qu'au nom de tous les auditeurs, pareil, je t'envoie un énorme merci parce qu'il y en a beaucoup qui ont écouté tous tes invités. Et depuis ces 200 épisodes, je pense qu'il y en a énormément aussi qui attendaient de se dire mais qui est Loïc? Comment il en est arrivé là? Et, euh, et qu'est-ce que c'est les frapper pour lui? Parce que ça, on peut peut-être l'avoir au travers de différents podcasts, mais là, on a vraiment, et on l'a senti au niveau de l'énergie, il y avait vraiment une super belle réponse. Et du coup, bah écoute, moi j'ai envie de te rendre les commandes pour conclure en mode drop the mic, tu vois, et je te laisse finir. Je dis au revoir à toutes et tous, à très bientôt. Un grand merci Loïc, et continue. Continue parce que c'est hyper inspirant. Eh ben, un énorme merci Nico, c'était un plaisir en dépit de ma voix défoncée, je suis encore désolé pour tout le monde. Mais c'était un plaisir de faire cet exercice avec toi. Très très content que tu aies été partant. Moi je suis honoré que l'exercice soit fait avec toi, donc vraiment merci. Et puis en conclusion, j'espère que ça aura donné des éclaircissements à pas mal de gens mon parcours c'est une chose, mais surtout sur ce que j'essaie de faire avec les frappés. Et oh la vache, cette voix, ah, c'est chaud. Ouais, je crois qu'il est temps de conclure, mais voilà, je pense que, en tout cas, j'espère que c'est clair pour les gens que l'aventure des frappés, l'objectif, c'est cette idée de mouvement, de passage à l'action. L'immobilisme, c'est la mort. Le mouvement, c'est la vie. Et les frappés, l'idée, c'est ça. C'est de favoriser la mise en mouvement, de permettre aux gens de se mettre en mouvement. Donc, continuez à écouter à mort des épisodes des frappés. Partagez-les autour de vous. Et comme Nico l'a dit un peu plus tôt,
Il y a plein de manières de soutenir le podcast. Une d'entre elles, c'est aussi de soutenir l'aventure financièrement. Donc vous pouvez le faire sur Tipeee, le lien est en description. Mais même sans ça, le simple fait de partager un épisode autour de vous, de parler du podcast, de vous abonner, c'est comme ça que le mouvement va prendre de l'ampleur et qu'on va pouvoir continuer à faire passer encore plus de gens à l'action et à oser se lancer. Donc merci à vous.